accablé de paresse et de mélancolie, je rêve dans un lit où je suis fagoté, comme un lièvre sans eau qui dort dans un pâté, ou comme un Don Quichotte en sa morne folie. Là, sans me soucier des guerres d'Italie, du comte palatin et de sa royauté, je consacre un bel hymne à cette oisiveté où mon âme en langueur est comme ensevelie. Je trouve ce plaisir si doux et si charmant que je crois que les biens me viendront en dormant, puisque je vois déjà son enfler ma bedaine. Et étant le travail que les yeux entr'ouverts, une main hors des draps, cher Baudouin, à peine ai-je pu me résoudre à t'écrire ces vers. Alors, plus près de nous, il faut qu'on vienne, en parcourant un recueil de Gabriel Okoundji, un des poètes de notre association, on entend dans un de ces recueils, le cycle d'un ciel bleu, nous dire où il habite un état de sagesse, un état de culture métissée. D'ailleurs, un commentateur nous dit que Okoundji ne peut passer pour un errant puisqu'il a fixé son habitat dans un passé de patience, immobile, individu. Il habite sédentaire le secret du silex. Habitation, un lieu entre deux et deux terres, 1000 d'été. Et ce petit jour qui s'exile dans sa propre lumière, entre deux et deux légendes, à l'extrême nécessité, face à un étang de paupières, face au doute coupable de l'opinion, face à la rumination d'une âme frappée d'errance, jusqu'au vertige de la mesure exacte de l'espace, au bout d'un passé enfoui dans la patience, j'habite. La demeure peut aussi permettre au poète, à l'écrivain, après la déchirure de l'exil, surtout, de retrouver des conditions propices à la création et de le relier en quelque sorte à la force, à la beauté, d'être à nouveau en accord avec le monde. Et d'ailleurs cette demeure qu'Albert Camus avait trouvée à Lourmarin, auprès de René Char. Et Alain Virkondollet, que nous avons eu le plaisir d'entendre il y a quelques jours à Lectoure, eh bien, Alain Virkondollet, après quelques années de recherche, l'a trouvé, cette demeure qui allait lui apporter beaucoup. Il l'a trouvée à Lectoure. Et il l'a baptisée la maison devant le monde. Comme Camus l'avait fait pour sa villa d'Hydra sur les hauteurs d'Alger. Alors il nous l'a décrit dans des lignes pleines de poésie et il nous dit tout ce qu'elle lui a apporté. C'est une maison très haute, en pierre blonde et taillée, dont la construction remonte à la fin du XVIIIe siècle. Au dernier étage domine une vaste terrasse semblable à celle de Venise, où les femmes venaient faire roussir leurs cheveux, pour ressembler aux courtisanes de Véronèse ou du Titien. Pour cette raison, je décidai d'appeler la terrasse mon Altana.
Devant la maison, le jardin suspendu s'assied sur le rempart, embrasse la vallée du Gers dans son ensemble, de l'ouest à l'est, et juste en face, la chaîne des Pyrénées à 180 degrés avec ses pics et ses flancs neigeux, ses bois de sapin perceptibles et sombres, trous noirs dans la neige. C'est comme une tour en haut de laquelle le paysage entier se donne. Où que l'on se tourne, les vallons verts, les champs ensemencés où passent les saisons, les travaux de la terre, les labours et les moissons et la moirure toujours changeante de la vie. Jeune homme, Albert Camus avait loué avec 2 amis une villa sur les hauteurs d'Alger. Devant eux, la mer éclatante, une terrasse pour contempler le tournoiement des journées, se tenir dans un juste équilibre. Aussitôt, Camus appela la villa de Hydra la maison devant le monde. Je ne peux m'empêcher de penser à lui, devant la mer mouvante des champs, les mouvements fluides des brouillards, l'immensité du ciel constellé. Ici aussi, la maison est devant le monde. Le regard se perd jusqu'à la ligne sombre des montagnes, au fil d'horizons noirs où viennent buter les nuages, ou bien s'enfuir. Vers où? Vers quoi? Il faut croire aux signes secrets d'un hasard organisé, ne pas négliger les apparents caprices de l'existence à ces lieux où elle nous conduit parfois à notre insu. La haute maison de pierre semblait donc nous attendre. Parviendrait-elle à apaiser les rumeurs insistantes d'un exil qui toujours tarauderait? La maison que nous acquérons est phare et citadelle. Elle scrute l'horizon, s'ouvre à lui, disponible. Sa force vient de sa situation. Elle est repli et ouverture. Quand le paysage, immense et illimité, sature le regard au point de l'aveugler, quand le monde vient à soi au seul fait de s'accouder à la balustrade, que le ciel, la terre et la courbure des champs se donnent entièrement dans une sorte d'évidence naïve, alors la maison accueille, tempère la douceur finalement violente de l'extérieur. Tout est utile à la grande quête du bonheur, cette manière d'être à laquelle je veux tendre au plus juste de soi, du climat, du lieu, des saisons et des choses. Ici, maintenant, j'approche de cette compréhension juteuse de la nature, par la grâce de l'enfance, par la mémoire saturée d'odeurs et de senteurs. Savoir atteindre au plus épais du moment, comme reconnaître dans un fruit son instant parfait, où il est au plus dense de sa chair, au point le plus exact de son identité. Plantée sur son rempart, la maison semble inattaquable, ne peut pas ne plus être comme les vallons, les champs, les passages des nuages et les flux invisibles de la terre. C'est l'impression de force tellurique qui domine, quelque chose qui se joue au-delà de moi et dont je ressens néanmoins l'onde heureuse. L'exil trouve ici le répit. Voilà, nous en avons terminé avec un petit parcours que nous voulons vous proposer. Et maintenant, nous serions heureux d'accueillir des textes de votre part que nous pourrions lire, vous pouvez lire vous-même. Jean-Claude, tu vas parler de ta maison? Non, au magasin, j'ai rien qui puisse se rendre. Non. Germaine a dû parler de sa maison.
avez quelque chose, Germaine? Très bien. Très bien. Ah, encore mieux. Elle dit très bien. Il n'y a pas de travail, c'est pas grave. Ma maison qu'embellit le timide printemps, ne s'appelle palais, ne se nomme chaumière, mais tout près, des arbres tamisant la lumière, la maintiennent, honneur, en retrait, hors du temps. Flânent dans mon jardin, effluves énivrants. Sur le sol se déploie un tatami de lierre, toujours vert et têtu, rampant en cordelière, sous le dôme feuillu des ormeaux mécontents. Une table de bois pour son impénitent, troubadour utopiste et peintre des dimanches, lequel célébrera dessus ses vieilles planches les formes de Pomone à rustique manière, les pommiers, les poiriers, les fruitiers sous l'autan, avec dans l'âme ancrée tout l'espoir de la terre. Bravo.